Dans l'actualité ce soir, les diplomates burkinabés à l'étranger apportent un soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Après une audience avec le président du Faso, ils affirment apporter plus de 20 millions de francs CFA. Les détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la demande de pardon du comité international Thomas Sankara après la polémique sur la statue du jeune capitaine assassiné en 1987. Selon les observateurs, la statue ne ressemble pas au capitaine Thomas Sankara et son aspect non imposant ne finit pas d'irriter également les admiratifs du héros de la révolution d'août 1983 au Burkina. Mais que s'est-il passé donc? Vont-ils reprendre la statue? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Dans cette édition en Algérie, la candidature de Bouteflika, comme dans un film de Bollywood, Bouteflika, dans un communiqué, a affirmé sa candidature à un 5e mandat présidentiel, mais a promis qu'il l'abrégerait. À Alger, le message ne convainc pas. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Les ambassadeurs et consuls honoraires du Burkina Faso à l'étranger apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Ces diplomates ont pu réunir environ 22 millions de francs CFA à cet effet. Présents pour le 26e FESPACO, ces représentants du Burkina Faso à l'étranger ont profité de leur séjour au Faso pour rendre une visite de courtoisie au président du Faso. Et c'est à cette occasion qu'ils ont dévoilé l'enveloppe de leur soutien aux forces de défense et de sécurité. On fait le point avec Oscar Soulama et Nathalie Sawadgo. Les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina au palais de Kosiam, ils sont venus réaffirmer leurs engagements aux côtés du président du Faso dans la conduite des affaires de l'État. Au menu des échanges, le volet rayonnement du Burkina Faso au plan international et la lutte contre le terrorisme. Une occasion pour ces ambassadeurs et consuls généraux de manifester leur solidarité aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'un montant de 22 400 000 francs CFA. Donc c'était pour nous une façon aussi de traduire notre solidarité et notre compassion aux victimes du terrorisme. Le président du Faso a salué le geste qui a été fait par les ambassadeurs et consuls généraux et il en a profité donc donner des informations utiles sur la situation nationale. Le point qui a été fait, c'est la confiance qui reste forte au Burkina Faso, la confiance des partenaires au développement. Cette confiance qui est assez forte et qui a également permis que le Burkina accède à un compact national et régional du MCC. Le président Roch-Marc Christian Kabouré a également partagé avec ses diplomates sa feuille de route pour sa présidence du G5 Sahel. Il a en outre informé les ambassadeurs et consuls généraux de l'initiative prise à Accra avec la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Ghana pour créer un autre espace de sécurisation des frontières. Au carnet d'audience du Premier ministre, Christophe Dabiré a reçu ce lundi l'ambassadeur de l'Égypte au Burkina Faso. Ce dernier dit être allé féliciter le chef du gouvernement burkinabé pour sa nomination. Idrissa Warga, Tanga Robert Kafando pour les détails. L'ambassadeur d'Égypte, reçu par le Premier ministre Christophe Dabiré. Chérif Mokhtar est venu féliciter le nouveau chef du gouvernement pour sa nomination et parler coopération. On a fait un échange sur les relations bilatérales dans tous les domaines entre nos deux pays. Il y a deux domaines concernant la guerre et la lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres domaines concernant la prévention de l'extrémisme violent et la radicalisation dans le Sahel pour les imams. Parce que l'Égypte, vous savez, présente l'islam tolérant. Et on a la plus grande université islamique du monde, c'est l'université Al-Azhar qui représente l'islam tolérant. Il y a d'autres domaines concernant l'agriculture. Avec le nouveau Premier ministre et son gouvernement, le diplomate égyptien entend renforcer les relations de coopération entre son pays et le Burkina Faso. De son côté, le chef du Parlement burkinabé, lui, a reçu les membres du réseau international francophone des aînés, section du Burkina Faso. Une audience qui s'est intéressée aux activités du réseau. Le point avec Estelle Judith Assogba.
Les membres du réseau international francophone des aînés, section du Burkina Faso à l'Assemblée nationale, Alimata Salambere et ses camarades sont venus expliquer au président Balassa Kandé les objectifs du réseau, les activités qu'il mène sur le terrain, sans oublier les perspectives. C'est un réseau qui entend développer la solidarité vis-à-vis des autres personnes âgées. Nous avons des activités dans le domaine de la santé. Nous essayons aussi d'avoir des actions à l'endroit des plus jeunes pour leur apporter des conseils, pour partager nos expériences. Nous participons avec d'autres réseaux en liaison avec la francophonie à lutter par exemple contre l'illettrisme. On a aussi parlé justement de la mise en œuvre de la loi sur les personnes âgées au Burkina, de la prise de textes de décrets de mise en œuvre. Le réseau international francophone des aînés regroupe 9 pays membres. Les députés du CDP sont en conclave depuis ce matin pour leur première journée parlementaire de 2019. Pour cette rencontre, ils insistent sur la participation de la jeunesse à la gouvernance politique et démocratique. L'occasion est belle également pour des travaux, mais aussi pour des formations. On fait le point avec Rasmane Zoundi et Ismaël Dilouma Sirima. Une salle comble pour accueillir les députés du groupe parlementaire CDP. Ils sont en lutte pour plus de responsabilisation de la jeunesse dans le processus de gouvernance. Ils sont à Manga pour réfléchir sur la question et soumettre par la suite des recommandations aux autorités exécutives. Et déjà, ils semblent avoir décelé le nœud du problème. Nous voulons que, au niveau des aînés, ces jeunes-là soient formés et que les aînés leur lèguent une nation unie forte pour leur permettre donc de relever les défis de demain. À cette première journée parlementaire du groupe CDP, tous les autres groupes parlementaires de la présente législature sont représentés. En leur présence, le CDP dévoile quelques-uns de ses plans en faveur de la jeunesse. Nous avons pensé à la jeunesse de notre parti. Nous voulons que quand même les former, leur donner le rudiment pour que quand même ils participent à la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Mais avant 2020, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès rappelle quelques règles du jeu politique. Nous sommes tous dans un même pays, même si nous n'avons pas les mêmes idéologies, nous n'avons pas les mêmes orientations politiques. Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des adversaires politiques. Et il faudrait que le peuple burkinabé le sache, que nous avons besoin d'unité et de cohésion sociale. Nous, partis politiques, nous ne devons pas être la source des malentendus, des bagarres dans les communes, dans les villages et dans les villes. Nous devons plutôt donner un bon visage du monde politique et de la faune politique. Et nous savons que nous pouvons le faire. À propos d'un éventuel candidat du CDP pour la présidentielle de 2020, Edi Komboigo signale que le parti n'a pas encore choisi son champion et que cela se fera au moment opportun. Zéphirin Diabré, de son côté, est à Gawa. Le président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, était à la rencontre de ces structures déconcentrées. Ce 2 mars, les membres du bureau des sous-sections des communes de la province du Poni ont pu discuter directement avec le président du parti. Sur place à Gawa, le point est avec Aboubakar Traoré. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, prépare ses troupes pour la conquête du pouvoir en 2020. Le bureau exécutif central du parti du Lyon a rencontré ce samedi 2 mars les membres de ces structures déconcentrées dans la province du Poni. C'est donc important pour la direction du parti de venir à votre rencontre pour d'abord faire la connaissance des femmes et des hommes à qui les militants ont confié le devoir et la responsabilité de représenter le parti sur le plan à la fois provincial et communal. Et ensuite échanger avec vous à la fois sur notre lecture de la situation nationale, mais sur aussi les stratégies que nous devons mettre en œuvre dans le combat politique qui s'annonce. Et sans langue de bois, le président de l'UPC et ses camarades ont fustigé la gestion du pouvoir par le MPP et ses alliés. C'est le plus grave échec politique que l'on ait enregistré dans ce pays-là depuis l'indépendance, sur tous les plans. Et Zéphirin Diabré d'exhorter les membres des bureaux locaux de son parti dans le Poni à commencer le travail de mobilisation, convaincu que si en 2020, le parti du Lyon arrive au pouvoir,
il fera briller le Burkina sur tous les plans. En 5 ans, on va le transformer. Les gens vont dire qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. D'un pays qui est tombé, d'un pays qui est divisé, d'un pays qui est meurtri, d'un pays qui est déconsidéré, nous allons faire un pays admiré et respecté dans le monde. Une économie qui va au volo, nous allons faire une économie florissante, qui surtout crée des emplois pour la jeunesse. À cette rencontre de Gawa, les membres des bureaux des sous-sections des communes de la province du Poni ont salué cette initiative du bureau exécutif central de l'UPC. Une rencontre qui, pour eux, devra les galvaniser dans leur travail. L'ADF-RDA, pour sa part, était dans le Naouri pour installer de nouveaux représentants du parti dans cette partie du Burkina. C'est le début d'une série d'installations de responsables du parti qui vont concerner toutes les 45 provinces du pays. À l'occasion, les premiers responsables du parti ont pu dévoiler la désignation de leur candidat pour la présidentielle de 2020 sera faite à Bobo Dioulasso dans ce mois de mars. Fabrice Nebié, Tanga, Robert Kafando. Pascal Banerabou est désormais le secrétaire général de l'ADF-RDA dans la province du Naouri. Installé dans ses fonctions ici à Tiébélé par le président du parti, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, le nouveau secrétaire général à la tête d'une équipe de 51 membres a pour mission de dynamiser le parti dans la province après des départs enregistrés. La mission qui leur est confiée, c'est de faire vivre le parti dans la province, dans tous les départements, donc tous les villages de la province. Et ce que nous avons constaté aujourd'hui montre vraiment que le parti a de beaux jours devant lui dans la province. Nous avons enregistré un départ au sein de notre parti, mais cela n'a pas altéré les relations que nous avions, qui sont des relations d'amitié, et nous avons tourné assez rapidement cette page. Ça fait 9 ans que je suis militant ADF-RDA. J'ai d'abord fait toute la province dans les 3 campagnes passées, et que j'ai été candidat aux législatives de 2015. En plus de ça, j'ai d'abord dirigé même l'équipe de campagne communale à Tiébélé à 2 reprises. Donc je connais les atouts qu'il me faudrait pour pouvoir faire vivre le parti. Et le premier défi, réussir la mobilisation au niveau de la province pour le congrès du parti qui se tient les 29, 30 et 31 mars prochains. Un congrès au cours duquel le parti de l'éléphant désignera son candidat pour les élections présidentielles de 2020. Et Maître Gilbert Noël Ouedraogo pourrait être candidat. Chacun peut être candidat et bien sûr que je ne manquerai pas d'être candidat à la candidature. Il appartiendra donc au parti de voir parmi toutes les candidatures quelle est celle qui est la mieux placée pour nous porter en 2020 à Kosiam. Cette sortie a été mise à profit par la délégation du parti pour une visite de courtoisie aux autorités coutumières dont le Popé, les chefs de Tiébélé, de Lo et de Guénon. Objectif, selon la délégation, recueillir des conseils et des bénédictions pour le succès du congrès de fin mars. Pour refermer cette page politique consacrée aux actualités des partis politiques, l'Alliance des démocrates pour le développement ADD a animé sa première assemblée générale de l'année ce 2 mars à Ouagadougou. Objectif, prendre des décisions pour la réalisation et la mobilisation des ressources financières entrant dans les préparatifs des élections de 2020. On fait le point avec Koumou Sissé. L'Alliance des démocrates pour le développement se prépare pour les échéances électorales de 2020. Cette assemblée générale du Bureau exécutif national se veut un cadre d'échange sur les stratégies de mobilisation des ressources financières pour les campagnes électorales. La rencontre d'aujourd'hui nous donne l'occasion d'échanger et surtout de prendre des décisions importantes sur des sujets pertinents, telle la mobilisation des ressources financières dans le cadre des préparatifs des élections de 2020. La feuille de route des coordinateurs provinciaux et des coordinateurs pays. Créée en février 2016, l'ADD soutient le programme du président Rochma Christian Kaboré et sa candidature en 2020. C'est également d'échanger sur d'autres sujets pertinents, comme la feuille de route qui est donnée donc aux coordinateurs provinciaux et aux coordinateurs pays, c'est-à-dire nos militants qui se trouvent du côté de l'Europe comme de certains pays africains. Et ensuite de parler de protocole que nous allons donc amender avec donc un expert sur le logiciel relatif donc au répertoire des membres du parti au plan national.
Le président de l'ADD a affiché le soutien de son parti au nouveau Premier ministre nommé en janvier dernier. Une minute de silence est observée en hommage aux vaillants soldats tombés sur le champ de bataille. Le gouvernement burkinabé, à travers le ministère en charge de la communication et des relations avec le Parlement, a tenu ce lundi, pour la 4e fois consécutive, sa rentrée gouvernementale au titre de l'année 2019. Une rentrée qui se tient à quelques jours de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Elle s'est tenue sous le thème « Confection de la loi, enjeux, limites et perspectives ». Un thème développé par un ancien président de l'Assemblée nationale en la personne de Maurice Mélégué Traoré. Le point avec Maïmouna Traoré. La rentrée parlementaire, une occasion pour l'exécutif de discuter d'une problématique majeure en rapport avec l'élaboration de la loi. Et pour cette rentrée 2019, la réflexion porte sur les enjeux, les limites et les perspectives de la confection de la loi au Burkina Faso. Le sujet est intéressant à plusieurs égards. Du point de vue théorique, il se trouve au carrefour des préoccupations liées à l'état de droit et à la démocratie. Du point de vue pratique, il peut permettre de mettre en relief les limites de la politique législative du gouvernement et inspirer des réformes afin d'améliorer celle-ci. Comment concevoir la loi pour qu'elle réponde aux exigences de l'état de droit démocratique? Pour le conférencier, un spécialiste des questions de légistique, les enjeux sont nombreux, les limites aussi. L'enjeu surtout aujourd'hui, c'est d'édifier de meilleures lois et que les lois soient des réponses aux vrais besoins des populations. La première limite, c'est l'absence, ou disons c'est l'insuffisance des légistes. On a très peu de légistes. Et je vous ai dit qu'à l'Assemblée nationale même, les légistes, les spécialistes sont au nombre de 2 en vérité. Et au niveau du gouvernement, il n'y a pas de légistes dans les ministères. Alors l'une des propositions que je fais, c'est de la même manière que vous avez une direction des ressources humaines, une direction des finances, etc. On devrait avoir aussi une direction de la législation dans chaque ministère. Mélégué Maurice Traoré suggère aussi l'élaboration d'une vraie vision de la légistique, l'enseignement de modules spécifiques dans les universités et une étude sur l'impact des lois au Burkina Faso. Dans l'actualité ce soir, face à la polémique sur la statue de Thomas Sankara inaugurée ce 2 mars à Ouagadougou, le comité international du mémorial Thomas Sankara s'est exprimé ce matin face à la presse. Beaucoup de critiques fustigent la statue. Selon les observateurs, la statue ne ressemble pas au capitaine Thomas Sankara et son aspect non imposant ne finit pas d'irriter. Également les admiratifs du jeune capitaine assassiné en 1987. Le comité demande pardon et promet reprendre la statue. Oumar Zambré. Dévoilée au public le samedi dernier, la statue du père de la révolution burkinabé fait l'objet de polémiques depuis dans les médias et sur les réseaux sociaux. La raison, le visage de cette statue ne possède aucun trait de ressemblance avec celui du capitaine Thomas Isidore Sankara. Face à tout ce mécontentement, le comité international du mémorial Thomas Sankara présente ici ses excuses. Le comité mémorial Thomas Sankara présente tout d'abord ses excuses pour les insuffisances constatées à l'endroit de tous ceux qui sont choqués par le manque de ressemblance de la statue avec les traits du président Thomas Sankara. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon au président du Faso. Nous demandons pardon aux parrains, Kirigan Rawlings. Nous demandons pardon aux parents des victimes. Nous demandons pardon aux populations du Burkina, d'Afrique et du monde. Nous sommes très conscients qu'une partie importante de la statue ne ressemble pas à notre héros. Mais nous rappelons à l'opinion qu'il s'agit d'une œuvre provisoire. Pour le comité, des correctifs seront apportés à la statue dans un délai de 2 mois. Par ailleurs, le comité rappelle que les souscriptions sont de nouveau réouvertes pour la poursuite du projet. Nous avons mobilisé 3 types de ressources. Il y a des promesses en nature qui ne peuvent pas être données maintenant. C'est très évalué. C'est ça qui tourne autour du milliard. Donc, premier groupe de propositions de collecte, c'est les dons, les promesses en nature, que nous n'avons pas encore entassé dans notre... parce qu'ils attendent que l'entreprise soit choisie. Deuxième groupe de collecte que nous avons réalisé,
c'est les promesses, donc les dons en espèces, et qui ont donné l'argent. Nous avons autour de 30 millions. Ça, c'est ce qui est de rentrer en liquide dans nos comptes. Donc, nous avons un compte dédié à la construction. Ensuite, nous avons des promesses, des gens qui disent « Ah, je vais m'engager à donner ». Nous avons fait des estimations et ces estimations-là, nous ne pouvons pas encore, puisque nous n'avons pas le matériel. Nous avons des gens qui nous ont envoyé juste des courriers. Ah, nous avons donné. Il y en a qui ont pris l'engagement de donner un tiers de leur salaire jusqu'à la construction du mémorial. Il y en a qui sont venus qui disent « Ah, nous, on a tel truc à vous donner ». Donc, ça, c'est des promesses que nous avons listées. Le futur mémorial qui sera réalisé sur le site du Conseil aura une hauteur de 87 mètres. 87, l'année où tout s'est arrêté pour le capitaine Sankara. Pour mener à bien ce projet, il faut que les promesses de dons et de financement deviennent réalité. Le président d'honneur, John Jerry Rawlings, invite les bonnes volontés à soutenir ce projet pour la postérité. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a procédé ce matin au lancement de son projet 10 actions dénommé Action Canicule. L'objectif étant de contribuer à limiter les délestages tout en facilitant le redéploiement de l'énergie économisée vers d'autres ménages. Explication avec Alidou Badini et Aimé Solange Guigma. 10 actions dénommées Action Canicule pour faire face à la période de pointe, une période caractérisée par une hausse de la consommation en électricité et des séries de délestages fréquents dans tout le pays. Ce sont des actions qui visent à sensibiliser la population sur les bonnes pratiques pour une économie d'énergie et une adoption de comportements éco-énergétiques. L'initiative est de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. La première action qui est parrainée par le directeur général de la Sonabel, il s'agira pour nous d'identifier les gros consommateurs et inviter ces derniers à contribuer de manière citoyenne en utilisant leur propre unité de consommation durant les heures de pointe. L'idée, c'est de permettre aux populations d'avoir l'information juste afin de contribuer à travers des gestes simples pour mieux vivre donc la période caniculaire. Pour le parrain de la première action, ces opérations vont contribuer à améliorer la gestion de la période de canicule. Et nous pouvons vous assurer en tout cas de notre disponibilité à mettre tout en œuvre pour que les actions qu'ils vont mener portent fruit. Les périodes de canicule sont des moments très difficiles pour nos laborieuses populations. Et cette initiative qui vise donc à sensibiliser les populations et à sensibiliser les usagers de l'énergie à un usage vraiment rationnel de l'énergie est la bienvenue. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour donc dire merci à l'ANERE pour cette très belle initiative. La 10e action consistera à organiser une compétition dénommée Prix de l'efficacité énergétique à l'intention des entreprises privées en vue de les inciter à aller vers l'économie d'énergie et la maîtrise de leur consommation énergétique. On se rappelle ces larmes de colère le 26 février dernier dans un reportage de la télévision du Burkina à l'occasion de la projection de son film documentaire long métrage. Aujourd'hui, ces larmes de colère font place à des larmes de joie. Aïcha Chloé Boro a remporté l'étalon d'or en série documentaire avec son film Le Loup d'or de Balolé. Au cœur de la ville de Ouagadougou, la capitale burkinabé, une carrière de granit où près de 2500 personnes, hommes, femmes et enfants, travaillent dans des conditions dantesques pour trouver des faibles revenus qui leur permettent de survivre au quotidien. Avec sa caméra, la réalisatrice nous raconte leur histoire. Aruna Mari. Le Loup d'or de Balolé embarque le cinéphile dans l'univers des travailleurs de la carrière de Pissi. Ici, pour survivre, il faut se fier à la force de ses biceps dans des conditions parfois extrêmes.
Un univers porté à l'écran et qui a valu les talons d'or de Nyenenga dans la catégorie documentaire long métrage à la réalisatrice burkinabé Koloé Aïcha Boro. C'est un étalon d'or à part entière qui reste au pays et je suis très très fière en tant que femme d'être celle qui fait en sorte que cet étalon d'or reste au pays et ne parte pas ailleurs. Pourtant, à la veille de la proclamation du palmarès, Koloé Aïcha Boro avait des griefs à l'encontre du FESPACO. Oui, c'était un coup de gueule, je ne sais pas, il faut peut-être que je m'en excuse d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'était pas à l'endroit du jury, c'était à l'endroit de la programmation en fait. Parce que le film a été programmé très très tard et il était passé de minuit à 1h du matin, donc évidemment il n'y avait personne et il coïncidait en plus avec les Celebrities Days, donc j'avais été très malheureuse. Une parenthèse aujourd'hui fermée avec ce prestigieux trophée et qui donne encore des aides à la lauréate, qui salue au passage le retour de la catégorie documentaire dans le palmarès du FESPACO. Le documentaire, à mon sens, est vraiment un vecteur d'humanité partagée. Quand on voit du sang, on sait que c'est du vrai sang. Quand on voit des larmes, on sait que c'est des vraies larmes. Et moi, pour ma part, le documentaire m'a, je crois, rendu un peu meilleur humainement. Koloé Aïcha Boro est l'auteur de 3 autres films documentaires comme Farafinko, France au revoir, le nouveau commerce triangulaire, des œuvres qui lui ont valu de nombreux prix à l'international. Ce trophée de 10 millions de francs CFA en main, Koloé Aïcha Boro s'active pour son prochain film documentaire. Ce film va porter sur le rapport au sacré. Bravo donc à Aïcha. Alors la page entretien de ce journal, je reçois Peter Essoka. Il est président du Conseil national de la communication du Cameroun. Il est également l'actuel vice-président du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Le président plutôt. Voilà, le président, le RIAC. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir. Voilà. Et donc vous êtes le président du RIAC. Du RIAC, oui, oui. Le réseau des instances africaines de régulation de la communication. Oui. C'est quoi le RIAC? Bon, RIAC, c'est, je peux dire, un réseau de régulateurs des médias. Donc, c'est comme une association et on travaille ensemble et à chaque instant, nous formulons certaines règles que tous les membres qui font 35 membres du RIAC sont là et on suit ça. C'est vrai, chaque pays a ses réalités, mais en général, le RIAC, c'est pour la synergie des régulateurs africains. Donc, notre rôle, c'est pour sensibiliser. Notre rôle, c'est pour aider à la formation même des journalistes. Notre rôle, c'est pour veiller à la culture d'un pays. Notre rôle est même pour la langue qu'on utilise dans les médias. Que ce soit la langue française ou la langue anglaise. La langue française, langue anglaise et les langues nationales, bien sûr, parce que dans chaque pays, nous avons des radios et des télévisions qui utilisent les langues nationales et on veille pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Oui, vous avez participé à l'édition cinquantenaire du FESPACO. Qu'est-ce que le RIAC vient faire dans le cinéma africain? Qu'est-ce que le RIAC vient faire dans le cinéma africain? Le cinéma, c'est la culture, bien sûr. Et comme on veille sur la culture du pays, bien sûr, nous sommes nécessaires d'être là. Et c'est pourquoi nous sommes partis, nous sommes venus, on était même à 8 présidents des pays. Il y a certains qui ne pouvaient pas venir. Et c'était une rencontre exceptionnelle parce que nous avons même eu la possibilité de rencontrer le président de la République, que j'appréciais vraiment pour cette simplicité d'une personne, simplicité protocolaire, parce que l'accès au président était, pour moi, c'était vraiment surprenant. Oui, et comment vous appréciez cette édition cinquantenaire du FESPACO? Non, mais comme j'ai dit dans une autre interview, j'ai apprécié le fait que les Africains
commencent à travailler ensemble. FESPACO présente quand même un exemple. Et j'espère que les autres Africains vont faire mieux pour qu'il y ait cette synergie. On a trop resté dans, disons, les films qui viennent de l'Ouest, et les cowboys et tout ça, et notre culture est mise au derrière. Alors donc, avec ce que j'ai vu, je suis convaincu qu'un de ces jours, l'Afrique sera au devant. Et surtout, bon, il y a les Nollywood, et il y a d'autres en Afrique du Sud, et surtout ici au Burkina Faso. Je vous en prie, je suis de l'Afrique centrale. Malheureusement, l'Afrique centrale n'est pas projetée parce que tous les prix qu'on a eus hier, rien n'est passé en Afrique centrale, sauf peut-être le Rwanda qui nous a fait un peu d'honneur. Mais le Kenya qui a reçu également... Bon, le Kenya, c'est l'Afrique de l'Est. Ouais. Le Kenya n'est pas l'Afrique centrale. Oui. Et est-ce que votre participation aussi peut augurer un élargissement possible de la régulation au domaine du cinéma? Pourquoi pas? Quand je te parlais, bon, vous voyez, le cinéma, bon, tant que c'est le cinéma, mais le cinéma est aussi une sorte de média. Et il y a, comme on veille sur la langue, et tout ce qu'on dit dans les films, il faut qu'on règle ça. Parce que s'il n'y a pas de régulation, les gens disent n'importe quoi. Bon, on va dire que tout le monde a le droit, bon, il y a la liberté, les gens peuvent dire n'importe quoi, mais quand même, il faut un tout petit contrôle. Et là, nous insistons sur la formation. Parce que les gens formés, quand ils sont formés, je crois que quand ils utilisent la langue, ils utilisent la langue qui est abordable, qui est appréciée par beaucoup de gens. Vous voyez aujourd'hui, quand les gens dérapent, si je peux dire ça, il y a cette fake news et le langage de haine et tout ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Le journalisme, c'est pour éduquer. Le journalisme, c'est pour donner une direction. Le journalisme, c'est pour un développement de nos pays. Ok. Et est-ce que cette participation aussi à cette 26e édition du FESPACO peut-être laisser penser aussi à l'institutionnalisation d'un prix, par exemple, du RIAC ou d'un prix des régulateurs africains pour récompenser, par exemple, un film qui se distingue par le respect des droits humains? Ici, là, je ne peux pas dire oui. Parce que normalement, toutes les décisions du RIAC sont prises en concertation. Donc, en tant que président du RIAC, voilà ce que je veux proposer à mes confrères pour qu'on discute ça, voir ces possibilités, pour que peut-être l'année prochaine, ou bien les 2 années prochaines, 2021, qu'il soit possible que vous allez entendre qu'il y a un prix RIAC pour le meilleur disons, c'est ce qui sera qu'on va décider. Peter Esuka, thank you. Merci, thank you very much. It was my pleasure. Yeah, you're welcome. La suite de ce journal, la candidature de Bouteflika, comme dans un film de Bollywood. Abdelaziz Bouteflika a confirmé sa candidature à un 5e mandat présidentiel, mais a promis qu'il l'abrégerait, un message qui n'a pas convaincu à Alger. Regardez. En Algérie, la contestation anti-Bouteflika ne semble pas faiblir. Il y a ces étudiants qui ont refusé d'aller en cours ce lundi en signe de protestation. Il y a ces articles de presse qui se font l'écho de la colère des Algériens face à la perspective d'un 5e mandat pour un président aux abonnés absents. Les promesses du camp présidentiel sont accueillies au minimum avec scepticisme. On a vu que ce gouvernement, c'est une blague, dit cet étudiant. Même notre constitution est devenue une sorte de scénario tiré des films de Bollywood.
Bouteflika voudrait qu'on lui laisse encore un an et après il verra, il quittera le pouvoir. Mais c'est une mascarade. C'est pas un pays démocratique. Ou alors c'est une république qui n'est pas démocratique. Appelons ça plutôt une monarchie. On ne dit pas que Bouteflika n'a rien fait, ajoute ce jeune homme. Il a travaillé, c'est vrai. Mais maintenant il est malade, il est en fauteuil roulant. Normalement, ceux qui le poussent à se présenter, c'est à eux de quitter le pouvoir algérien. Cette candidature, c'est une insulte au peuple. À l'instar de ce qui s'est passé ces derniers jours, de nouvelles marches sont d'ores et déjà prévues ce vendredi. De son côté, Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé en Suisse depuis plus d'une semaine, officiellement pour des examens. Aucune date de retour en Algérie n'a pour le moment été annoncée. Voilà, c'est tout pour ce journal. Je vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.